Bon, il va falloir arrêter 2 minutes avec cette histoire de fenêtre d'Overton, c'est une métaphore marketing, pas une hypothèse sociologique et encore moins une théorie politique, hein. C'est appuyé sur quelques articles journalistiques qui sont surtout concentrés sur les États-Unis, et dans la littérature académique vous allez être déçus parce qu'on trouve des définitions plutôt vagues, assez circulaires, et il n'y a pas vraiment d'études empiriques. Et là, il y a des bonnes raisons pour ça. La première chose qui devrait vous sauter aux yeux, c'est que cette notion n'explique rien, et pose davantage de questions. C'est bien de vouloir dire avec une notion que l'extrême droite devient mainstream, c'est-à-dire qu'elle parvient à faire rentrer dans le champ acceptable du discours des idées comme le grand remplacement. Mais d'où elles viennent ces idées? Je veux dire, il y a des idées vraiment qui existent à la marge, et puisqu'elles existent à la marge, comment ça se fait qu'elles rentrent dans l'intelligible et l'acceptable? Enfin je veux dire, vous allez pas me dire que c'est uniquement les groupes de pression qui ont fait ça. Comment se fait-il que le champ politique il soit organisé en fenêtres, et aussi dans les autres pays? Enfin, c'est une sorte de convention qu'on a entre nous? Et puis, comment ces idées s'emboîtent si bien avec les discours existants? Comment, cognitivement, les gens intègrent du jour au lendemain de nouveaux schèmes de fonctionnement? Parce que vous vous rendez pas compte que vous avancez une hypothèse, soit une hypothèse très faible qui est en train de dire, bon, il y a des concepts qui deviennent à la mode, comme les concepts d'extrême droite, soit vous êtes en train d'avancer une hypothèse extrêmement forte qui dit que des groupes d'extrême droite ont réussi littéralement à changer les modes d'interprétation des individus, donc leur comportement. Enfin vraiment, là on parle de la psychologie des populations. Posez-vous 2 minutes, sortez un peu des idées fumeuses sur le grand monde et l'ordre néolibéral, tout ça, et demandez-vous vraiment ce que vos concepts éclairent. Désolé pour l'intro un peu brutale, mais il va falloir revoir quelques bases. Une hypothèse sociologique, ça ne consiste pas à montrer un fait social sous un angle plaisant, mais ça doit aussi pouvoir résonner avec d'autres enquêtes, ou au moins ça doit pouvoir vouloir contribuer au dialogue et à la connaissance. Si vous le souhaitez, on fera une vidéo pour débunker la notion de fenêtre d'Overton, mais aujourd'hui, par contre, j'aimerais explorer la manière qu'ont les sociologues, ou en tout cas une manière qu'ont les sociologues, d'expliquer la construction médiatique des problèmes publics, la transformation des comportements et l'interprétation des événements, et puisque nous sommes sur une chaîne dédiée à la santé, on conclura un peu après par la façon dont une condition physique peut être convertie en problème public et médical. Après, voilà. Pour le reste, vous êtes libre d'utiliser les notions que vous voulez, moi c'est simplement que l'honnêteté intellectuelle me conduit à essayer de vous présenter dans la limite de mes capacités ce que je sais de la recherche sociologique. Comme nous allons le voir, une variété de cadrages ont été définis afin d'expliquer comment des individus adoptent des idées et changent leur comportement, comment un discours idéologique s'adapte au quotidien, est réécrit, impose des modes d'action politique et des solutions. Pour rappel, dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de la façon dont le mouvement homosexuel s'est emparé de la cause du sida pour en faire une question d'égalité des droits, et de façon similaire, on a aussi vu que cette posture était reprise prise plutôt parce que c'était avant, les Black Panthers avec leur clinique populaire. Penser en termes de cadrage, ça ouvre des pistes de recherche, par exemple, comment les mouvements sociaux tentent de s'adapter au cadre existant pour rendre leur cause intelligible. Ça suppose de s'intéresser aux journalistes, mais aussi à l'éducation, aux règles écrites et informelles, aux technologies de communication, à notre façon de mettre en récit des événements comme les attentats et les maladies, etc. Alors, au programme de cette vidéo, nous allons commencer par identifier l'origine de la notion de cadrage, ensuite on fera une description détaillée de la manière dont le sociologue Erving Goffman a conçu une théorie sociale des cadrages, afin d'expliquer notre capacité à échanger, à dissimuler des informations et à inventer des rôles. Après, alors peut-être sauter à cette partie, vous êtes directement intéressé au cadrage politique, on parlera des cadrages idéologiques, dans un sens gramscien, comment des mouvements sociaux tentent d'imposer leurs idées, se heurtent aux idéologies ancrées, on prendra des exemples issus des féminismes, des antiracismes, des droits civiques, etc. Et enfin, on reviendra un peu sur la santé en voyant quel cadre favorise la prise en charge médicale des violences conjugales. Bon alors, d'où vient cette idée de cadrage? Le terme de cadrage, ou framing en anglais, est aujourd'hui un peu suremployé dans le monde académique, posant quelques problèmes sur lesquels on reviendra. Il est au cœur du travail phénoménologique d'Alfred Schutz, donc ça c'est au début du XXe siècle,
puis développé simultanément dans les années 60-70 chez le cybernéticien et théoricien de la psychologie Gregory Bateson, le sociologue Erving Goffman, les théoriciens du développement cognitif Jean Piaget et Marvin Minsky. Pour Schutz, un cadrage correspond à un dispositif cognitif et pratique d'organisation de l'expérience sociale qui nous permet de comprendre ce qui nous arrive et d'y prendre part. Une fois qu'on adopte un cadrage, on a des attentes et on peut engager une séquence d'actions. Par exemple, je devine qu'il s'agit d'un match de foot, je m'attends donc à voir les règles du foot, donc touche, hors-jeu, but, et là je me rends compte qu'en plus il y a différents rôles. Moi je suis un spectateur, mais d'autres sont joueurs, et ce savoir me permet d'adopter des conduites dédiées. Chez Goffman, c'est un peu différent. Les cadres ne sont plus une sorte d'accord entre individus, mais ils existent indépendamment des individus, ce qui signifie qu'on peut les étudier comme tels. Dans son livre Frame Analysis, qui est traduit en français sous le nom Les cadres sociaux de l'expérience et publié en 1974, Goffman suggère que les cadres n'existent que dans les interactions, où selon notre interprétation de la situation, on ajuste des conduites et on fait le tri de ce qui est pertinent. Le sociologue William Gameson poursuit cette approche en étudiant les cadres d'action collective, notamment ce qu'il appelle les injustice frames, donc les cadres d'injustice, pour expliquer comment les individus s'indignent face à un discours et réinterprètent les informations reçues. Toutefois, il se contente d'expliquer les effets d'un discours, et on va voir que les communication studies, de plus en plus, se contentent d'utiliser les cadres pour expliquer les effets d'un discours, et non plus la construction collective de la réalité, comme chez Goffman. Bon, comme on vient de le voir, la notion de cadre, elle existe dans de nombreuses disciplines, donc les neurosciences, l'économie, la psychologie comportementale. Ici, on va parler du sociologue canadien Erving Goffman, puisque c'est le plus repris, au moins initialement, en sociologie. Il est connu pour ses ouvrages comme Stigmate, publié en 63, ou ses enquêtes sur l'asile, son usage régulier de la métaphore théâtrale et son approche interactionniste des faits sociaux. Son ouvrage Les cadres sociaux de l'expérience, c'est un bon point de départ, car il essaye aussi de formuler une définition systématique des cadres, même si elle est rarement reprise dans son entièreté par les sociologues. C'est-à-dire qu'il essaye de faire des cadres un moyen d'analyser la vie sociale en général, un moyen de comprendre l'expérience. Donc on vient de parler d'interactionnisme, parce que ce qui intéresse Goffman, ce sont les échanges entre individus. Pourquoi transmettons une information? Pourquoi adoptons certains rôles? Avec les cadrages, il se penche sur la façon dont les individus reconnaissent une activité, un spectacle, un match de foot, et la découpe en séquences identifiables. Pour lui, les cadrages, c'est dans le comportement, ça fait partie de l'action, c'est pas que dans la tête, parce que quand on agit, on interprète, et on le fait sans y réfléchir. Ça conduit à des moments de rupture où le cadre cesse d'être évident, c'est là où on réfléchit au cadrage. Cela signifie donc qu'il existe des principes d'action qui orientent nos perceptions et dirigent nos conduites, mais aussi que ces principes sont vulnérables et qu'il faut parfois les réexaminer. Il y a donc deux niveaux de cadrage chez Goffman, les cadres primaires et les transformations. Les cadres primaires sont les cadres interprétatifs généraux, qui englobent tout. Il y en a deux. Le cadre naturel, qui permet d'interpréter les choses uniquement en termes de lois déterminées, de façon mécanique, donc c'est principalement utilisé pour la nature, et les cadres sociaux, qui donnent une intention aux acteurs. On peut donc s'attendre à ce que si un arbre tombe sur la route, il n'y ait pas eu d'intention, mais si un homme tombe sur la route, il y en a une, sauf à se dire qu'il a trébuché sur un trottoir, auquel cas on repasse au cadre naturel. Et il y a deux types de transformations, les modalisations, celles dont tout le monde est au courant, et les fabrications, celles où certaines personnes sont tenues à l'écart, où elles vont pas avoir le bon cadre pour interpréter ce qui se passe. Donnons un exemple de modélisation. Le vendeur qui fait la démonstration d'un aspirateur. Donc il applique un cadre, passer l'aspirateur, mais dans une autre activité, la démonstration. Ça suppose que tout le monde soit au courant, pour prendre la distance vis-à-vis des rôles, pour comprendre que là on est en train de démontrer, non pas de passer l'aspirateur. Ça veut dire que toute activité qui est déjà pourvue d'un cadre et d'un sens par l'application d'un cadre primaire peut se transformer en une autre activité qui la prend pour modèle, mais qui est perçue différemment. Par exemple, un match de rugby correspond à un cadre A. À l'entraînement, on imite le match, tout le monde sait qu'on n'est pas en train de jouer, donc on va pas plaquer à fond, donc là on est au cadre A', et maintenant on peut imaginer un cinéaste qui filmerait un entraînement de rugby, donc les acteurs savent qu'ils sont pas en train de s'entraîner, donc là c'est un cadre A dérivée seconde. Et Goffman parle dans ce cas-là de lamination, un cadre qui est déplacé, un modèle qui est déplacé dans d'autres situations, etc.
Les fabrications, ce serait par exemple laisser notre vendeur passer l'aspirateur alors qu'on n'a aucune intention de l'acheter. Mais en fait on est en train de lui faire le ménage gratuitement. Donc là, il y a une personne qui a le mauvais cadre. On désoriente son activité en se servant de décadrage. Il y a, selon Goffman, des fabrications bénignes, donc par exemple quand on fait un canular, ou alors des fabrications abusives, comme le camouflage. Et là, on commence à comprendre sa démonstration. Les individus ont des compétences interactionnelles. Nous sommes capables de gérer nos impressions, de changer de régime, de même jouer avec les cadres. On voit aussi qu'on est autant acteur qu'acté par les cadres. On opère sur eux et en ce faisant, on les met en acte. Restons sur cette histoire de compétences 2 minutes. On est capable de faire face à des perturbations, que ce soit des troubles légers ou une rupture du cadre. On va donner des exemples. Selon Goffman, il y a plusieurs lignes d'activité qui ont lieu simultanément. Imaginez, vous êtes au théâtre, il y a la ligne principale, ce qui se passe sur scène, et il y a les lignes subordonnées, quelqu'un qui tousse dans l'audience, voire même un comédien qui tousse, ou des spectateurs qui chuchotent. Et tout ça survient en même temps, et pourtant on est capable de garder notre attention. On est capable de les distinguer, même sans y penser. Goffman parle de creature release, le fait que nos corps relâchent des choses. Par exemple, un comédien tousse. Ce n'était pas prévu, mais les autres agissent comme si ça faisait partie de la pièce. Parfois même, le spectateur est conduit à l'interpréter comme faisant partie de la pièce ou ne changeant pas l'action. Cela suppose l'existence de canaux directionnels qui indiquent quand l'action commence, par exemple la ponctuation, ou alors quand le rideau tombe, l'action se finit, le rideau se lève, l'action commence, et on est également capable de gérer la superposition. Par exemple, on est capable de conduire tout en voyant de la publicité sur le bord de la route. C'est là qu'il faut se rendre compte que les cadres opèrent à un niveau cognitif, parce que tant qu'il n'y a pas de grosses perturbations, on n'y pense pas. Parce que si on y pense, on n'est plus dans la même activité. C'est les ruptures de cadre. Par exemple, quelqu'un qui se met à pleurer bruyamment en classe, là, tout le monde est perturbé, on cherche ce qui se passe. Et parfois, on rétablit le cadre en faisant sortir la personne de la classe pour que le cours reprenne. Ça montre que les cadres engagent nos corps, et l'environnement, mais aussi qu'on a une capacité naturelle à s'absorber, à créer des activités, puis les réguler. Ça montre quand même autre chose en réalité, c'est que l'expérience est très vulnérable. Le cadre il peut être ambigu, on peut douter, être victime de tromperie. Imaginons le cas du fou, donc l'individu qui tente de protester à ce qu'on l'enferme, mais l'interprétation de ses propos dépend d'un cadre, la folie qui lui échappe, ses paroles sont jugées insensées. Cela montre qu'on peut exploiter les différents canaux. Par exemple, en étant spectateur d'une discussion dans l'arrière-plan, pour continuer à l'écouter sans être vu. Donc là, on est dans le canal dissimulé. On peut donner l'exemple de la fabrication. Un individu est persuadé d'être engagé dans une activité douteuse, il se met à chercher des preuves qu'un autre cadre est présent, par exemple que son partenaire le trompe, et dans ce cas, il interprète toutes les signes de tromperie comme des preuves, devenant vulnérable aux fabrications. On dit souvent que l'interprétation par les cadres conduise à une vision très constructiviste de la réalité. Mais si vous pensez en termes de fenêtre d'Overton, vous êtes déjà dans une vision très constructiviste. Mais Goffman, on a bien vu qu'il laisse une large part aux ressources, à l'ancrage et à l'environnement, aux corps qui interrompent le flux courant, aux objets de l'environnement qui viennent perturber nos cadres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Judith Butler s'en distingue, parce qu'elle considère qu'il n'y a pas vraiment de rôle et d'individu. L'individu est déjà construit par son rôle. Goffman, on a vu qu'il distingue soigneusement l'individu des rôles qu'il prend dans différentes interactions. On peut être conteur, on peut être spectateur, on peut être un participant ratifié, ou quelqu'un qui interrompt l'échange normal. Il y a bien une distinction entre le rôle et la personne. Dans chacun de nos rôles, on apporte ce que Goffman appelle un style à soi, c'est-à-dire des éléments expressifs qui nous distinguent dans chacun de nos rôles. L'activité chez Goffman, elle est ancrée, elle renvoie des éléments réels, donc à une dualité apparence-réalité. L'environnement, le corps peuvent faire irruption en étant plus ou moins prévus par le cadre. Vous commencez à me connaître, il n'y a pas de choix anodin dans l'écriture. Goffman, il écrit à l'époque où on commence à théoriser la société de consommation. Sa sociologie, elle tente de formuler des lois dans un environnement qui est supposé ne plus en avoir. On peut d'ailleurs comprendre son œuvre Frame Analysis comme une réaction aux années 60 à 68 selon Fredric Jameson. Là où les hippies prétendaient abolir les groupes et les unités sociales, la sociologie goffmanienne, elle montre que ces transgressions dépendent de cadres précis, notamment le système de classe sociale.
Dans un champ sociologique des années 60 qui est tourné vers la critique des normes, comme de la médicalisation, qui est intéressé aux cas frontières, comme l'intersexualisme, le passing homosexuel, les stigmates, Goffman, lui, il fait tout d'un coup un retour vers les objets quotidiens. Toutefois, il faut pas non plus minimiser son geste. Goffman, il conclut que sa démonstration des rôles, des modélisations et des fabrications réduit quand même vachement la responsabilité individuelle. Parce que, dites-vous que la personne, elle est toujours prise dans des fils d'activité qui contiennent déjà des protagonistes qu'elle doit jouer, qui sont bien définis, et son attention, elle est déjà orientée à un niveau subconscient. Passons à la séquence qui intéresse les gens qui sont intéressés à cette vidéo et qui sont encore en train de regarder. Ce qui manque à Goffman, selon des chercheurs comme Robert Benford, c'est un examen empirique des cadres sociaux. À partir de la fin des années 80, les outils goffmaniens vont être repris par les études des mouvements sociaux et des politiques publiques. Alors, parlons un peu des mouvements sociaux de façon ultra classique, mais de toute façon je simplifie pas mal de choses, les références sont en description, tout ça. On divise les études des mouvements sociaux en deux approches dominantes. La mobilisation des ressources, donc qui étudie les motivations matérielles à l'engagement des individus, les incitatifs, et les nouveaux mouvements sociaux, dont cette approche étudie le tournant vers des préoccupations post-matérielles. Je simplifie ça, mais c'est aussi pour comprendre pourquoi les cadrages de Goffman ont été repris, parce qu'ils permettent de critiquer ces approches qui considèrent que le matériel ou le symbolique, le sens des ressources est déjà donné, que les individus sont d'accord sur les motivations matérielles et symboliques, à se mettre en grève, à manifester, à faire la révolution. Sauf qu'en fait, ça ne dit pas, d'abord, comment les individus se mettent d'accord sur des problèmes et les associer à des solutions, et ensuite, comment les mouvements sociaux s'influencent mutuellement et cherchent à imposer leur interprétation des problèmes dans l'espace public. Donc voilà, on quitte un peu le simplisme de théories comme la fenêtre d'Overton qui disent qu'il y a des idées marginales sur lesquelles on serait d'accord, qui existent dans la marge de l'espace public. Du coup, ce qui compte là, c'est de savoir sur quoi on porte notre attention, d'où viennent les schèmes d'interprétation qui nous permettent de localiser, de percevoir et d'identifier des événements, que ce soit par les médias, mais aussi au quotidien. Donc c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est l'alignement des cadrages. Comment les individus peuvent partager un même cadrage, qui est un préalable à l'action. Les théories classiques, elles se posent pas la question de savoir comment les plaintes apparaissent et peuvent être interprétées comme des plaintes. Avant même qu'il y ait une action collective, les approches goffmaniennes nous rappellent que les choses apparaissent comme injustes et transformables. Elles doivent nous apparaître injustes et transformables, sinon on ne va même pas chercher les incitatifs pour passer à l'action. Cela veut dire que la décision de s'engager pour une cause, elle est aussi sujette à de fréquentes réévaluations, en soi-même et avec les autres, parce que comme on l'a vu avec Erving Goffman, ce qui caractérise le monde social, c'est la perturbation. L'interprétation est toujours sujette à des illusions, des déficits en information, etc. Donc, le problème devient aussi une question d'interprétation. Rappelons-nous que les médias conservateurs, qui se sont acharnés à faire des homosexuels les porteurs du sida dans les années 80, une fois cette propriété acquise dans l'espace public, ce sont les mêmes militants homosexuels qui s'en sont emparés pour se présenter comme les représentants de l'ensemble des malades, et faire de la maladie non plus une question de soins ou de minorité, mais une question de droit. David Snow et d'autres chercheurs proposent une première liste d'opérations interprétatives utilisées par les mouvements sociaux. Donc, c'est amplifier, relier, altérer et étendre. Nous allons en présenter deux, donc d'abord amplifier. Cela veut dire clarifier et revigorer un cadre d'interprétation. Comme on l'a vu avec Goffman, ce qui caractérise l'expérience, c'est l'incertitude, l'ambiguïté. Il n'y a pas de mode d'emploi des cadres. Donc, utiliser les valeurs, c'est aussi un moyen de se rattacher à des îlots de sûreté, des choses qui semblent consensuelles. Donc là, l'exemple donné pour l'amplification des valeurs, c'est un quartier où les activistes de l'armée du salut recherchent de l'aide pour la construction d'un abri pour les itinérants, et ils vont utiliser le vocabulaire de la famille et de l'hospitalité. Et à l'inverse, les riverains, ils veulent s'opposer à cet abri. Alors du coup, ils savent qu'ils peuvent pas s'opposer directement aux valeurs d'hospitalité de l'armée du salut. Par contre, ils vont attaquer directement l'abri en parlant de la sécurité pour les enfants
dans le quartier. Donc là, ils utilisent à leur tour le cadre familial. Donc là, on a parlé d'amplification. On a utilisé un cadre pour rendre notre message plus fort. Mais il y a aussi, alors on a parlé du bridging, relié, il y a les extensions. Les extensions, ça a lieu quand un mouvement essaye de capter des intérêts ou des points de vue qui sont parallèles à ses objectifs, mais qui ne sont pas vraiment ses objectifs, mais pour ramener beaucoup d'adhérents. Il peut s'agir de reformuler le socialisme dans les termes de l'écologie politique en parlant du fait que la lutte environnementale se passe pas de l'anticapitalisme, ou d'essayer de capter les luttes féministes en faisant du socialisme une condition d'émancipation des femmes. Donc là, on essaie d'accroître le mouvement socialiste, si vous voulez. Ça peut paraître anecdotique comme transformation, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'il faut pas oublier que ça repose sur une modalisation. On transforme d'abord des cadres d'interprétation spécifiques, quelque chose qui est tenu pour normal, comme par exemple les attouchements au bureau, au travail, sont cadrés comme du harcèlement sexuel, donc un concept inventé par les féministes des années 70, et elles sont réinterprétées, recadrées en termes d'injustice, à corriger donc. Et ce réalignement, il s'étend jusqu'à constituer un nouveau cadre primaire et englober les autres. On peut ici évoquer la façon dont les féminismes ont politisé les rapports de genre, nous apprenant à y voir aussi des relations de pouvoir et à en déduire des situations d'injustice. Et donc on se rend bien compte de ce qu'on a dit au début. Les cadres, c'est pas juste quelques interprétations perspectives, ça change complètement notre conduite. Donc ça a des conséquences concrètes sur le quotidien, mais c'est aussi très vulnérable, comme on l'a vu. Les mouvements sont donc sans cesse confrontés à la reconstruction de leur cadrage, à la compétition avec d'autres cadrages, et doivent entretenir les schèmes d'interprétation qu'ils promeuvent. Bon, et dans tout ça, on a fait comme si les cadrages marchaient à tous les coups, alors qu'en réalité, comme nous enseignent Snow et Benford, ça dépend beaucoup de ce qu'on va appeler leur résonance avec d'autres cadrages. Donc ils ont donné une petite liste des composants des cadrages, pour savoir ce qui fait leur potentiel. Il y a d'abord la robustesse du cadrage. Par exemple, les militants contre l'armement nucléaire peuvent s'accorder sur le fait que le nucléaire c'est une menace. Mais laquelle ? Est-ce que c'est les politiciens bellicistes ? Est-ce que c'est la croissance technologique ? Est-ce que c'est le moral des populations ? Ça, c'était le diagnostic qui est dans le cadrage. Par exemple, si le problème est une question technologique, alors l'objectif sera de stopper la production hardware pour prévenir le déploiement de systèmes armés. Par contre, si le problème c'est les politiciens bellicistes, dans ce cas-là, la solution se trouvera peut-être un peu dans le fédéralisme international, c'est-à-dire, comme l'a promu la US Freeze Campaign, les accords bilatéraux. Toutefois, ce même cadrage, il peut se retourner contre les motivations. Si, par exemple, on dessine le capitalisme comme un monstre immense et toujours changeant qui surmonte toutes les épreuves, comme tendent à le faire certains marxistes, il n'y a plus de raison de se mobiliser, en fait, la lutte est vaine. Si, à l'inverse, comme le propose Graham Gibson dans les années 2000, les pratiques économiques capitalistes sont plurielles et intégrées à une diversité de pratiques économiques non capitalistes, alors pour les militants, le changement est partout et à portée de main. Il y a ensuite la structure interne du système de croyance avec lequel le mouvement cherche à s'aligner. Par exemple, le mouvement anti-armement nucléaire a organisé le Freeze Referendum. Donc, leur pétition proposait que ça allait à la fois diminuer les coûts et les dépenses publiques et cet argent pourrait être utilisé dans les causes sociales. Bon, ce second argument, il a un peu déplu, parce qu'aux États-Unis, c'est un pays qui est assez opposé aux taxes et aux dépenses sociales. Ça, c'est ce qu'on appelle un problème de frame overextension, c'est-à-dire que le cadrage est trop étendu. Il couvre des sujets qui se contredisent. Bon, et de même, le mouvement antinucléaire, il a beaucoup plus de succès en Europe et au Japon, car comme on l'a dit, ce qui compte aussi dans un cadrage, c'est qu'il touche directement les vies des populations, en fait. La pertinence du cadrage dans la vie des individus, elle dépend aussi de sa crédibilité empirique et de sa fidélité narrative. Pour la crédibilité empirique, par exemple présenter le nucléaire sous l'angle apocalyptique, ça peut avoir du sens à certaines périodes, mais c'est peu probable, et ça diminuait la crédibilité du cadrage. Par contre, la fidélité narrative, ça évoque les récits culturels. Est-ce que le cadrage correspond aux grands récits comme le progrès social, la croissance, l'universalisme, pour parler d'une obsession franco-française ? Si c'est pas le cas, ça rajoute des obstacles et des défis à la diffusion du schéma d'interprétation. Ça peut montrer pourquoi les modèles du féminisme intersectionnel ont eu tant de mal à se diffuser en France, par exemple. Le quatrième élément, on l'avait gardé un peu de côté, c'est ce que Sidney Tarot nomme les cycles de mobilisation. Et ça fait intervenir les surcadrages, ou les master frames, ou cadres globaux.
De fait, les mobilisations n'apparaissent pas dans le vide. Les cadres qu'elles génèrent pour motiver l'action collective légitiment aussi des tactiques et se diffusent aux autres activistes. L'exemple évident qui nous vient en tête, c'est le mouvement des droits civiques des années 1960, qui a entraîné dans sa foulée les antimilitaristes, les féministes, les écologistes, les mobilisations autochtones, en diffusant des tactiques comme le séparatisme, l'empowerment. Les masterframes sont donc des cadres interprétatifs globaux qui se diffusent entre mouvements. Ils sont plus ou moins rigides ou élastiques. Par exemple, le mouvement du freeze antinucléaire était très sectoriel, rigide, et c'est plus ou moins interrompu avec la signature des accords bilatéraux et le retour de la guerre froide réganienne. À l'inverse, le cadre des droits civiques, qui s'appuie sur l'égalité des opportunités, il est diffusé et assez flou pour inclure de nombreuses mobilisations, et il se combine avec la crédibilité empirique, la fidélité au narratif américain, son intensité, etc. Ainsi, les surcadrages, ou les masterframes, contribuent à expliquer pourquoi il y a des séquences de mobilisation, où les mouvements adoptent les mêmes schèmes interprétatifs, voire se pensent comme différents dans leur interprétation, mais complémentaires, comme par exemple les groupes de défense des droits des Noirs aux États-Unis. C'est ainsi que les boycotts de bus marchaient si bien, car ils illustrent la faillite des croyances américaines en l'égalité des opportunités, ils rendent très visible le cadrage. À l'inverse, les sabotages, les vols, les violences des Black Panthers ont eu davantage de mal à se justifier, voire ont contredit ce cadrage initial. Donc on va dire qu'un cadrage qui est créé au début d'un cycle de mobilisation, il a encore un poids. Il va avoir une sorte de dépendance au sentier pour les prochaines mobilisations, pour celles qui s'inscrivent dans la même logique, y compris en termes de tactique, mais aussi de concept. Et aussi, on allait mettre de côté, mais il faut se souvenir, chez Goffman, le potentiel d'un cadre, ça dépend de son ancrage. Il y a qu'à voir comment le mouvement pacifiste des années 1920-1930, il a été dépassé par l'Holocauste, le fascisme, l'attaque de Pearl Harbor. L'émergence de nouveaux cadres, ça contraint aussi, ça met à l'épreuve les anciens cadres, qui peuvent être rendus obsolètes. Quand la stratégie des communistes était tournée vers la paix, celle des McCarthyistes, de McCarthy en personne aux États-Unis, était d'associer systématiquement pacifisme et communisme, pour les disqualifier aux États-Unis. Ce modèle va donc plus loin qu'Overton et permet aussi de préciser les écrits d'Antonio Gramsci et de Stuart Hall sur les idéologies organiques et les luttes hégémoniques. Toutefois, on s'est beaucoup éloigné de Goffman quand même. Et les définitions des cadrages qu'on vient de donner ne visent plus vraiment à mieux comprendre le fonctionnement cognitif et sociologique de l'expérience. On a mis de côté toute cette histoire d'engagement subconscient et les renégociations permanentes qu'impliquent les cadres. Bon alors, résumons un peu quand même ce qu'on vient de voir. Avec Goffman, les cadrages, ils sont dans nos comportements. Si on décide d'y réfléchir à deux fois, ça implique une rupture et un changement d'activité. On réfléchit sur le cadrage. L'activité de cadrage, elle est même conflictuelle, collective, négociée avec les autres. Elle montre que les êtres humains ont développé des capacités assez exceptionnelles quand même pour générer de l'expérience, même si celle-ci est très vulnérable et implique plein de micro-ajustements au quotidien. Les cadres d'action collective sont ceux qui nous ont intéressés, parce qu'ils permettent d'expliquer l'action politique et ils contribuent à l'action en proposant une interprétation des événements, une perspective et des solutions. Changer le cadrage des autres, faire du counterframing, comme disent en marketing, est à la fois courant et très compliqué en fait, car ce n'est pas... on part pas de rien, on dépend des récits culturels, des cadres déjà en place. Il faut relier les valeurs, les amplifier, étendre la portée d'un discours. Rappelez-vous que ces actions visent quand même un truc radical, qui est de changer quelque chose d'aussi fondamental que les chaînes d'interprétation qui guident le comportement des individus. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter un peu avec cette idée de journaliste qui manipule l'opinion. On peut mentir, on peut fabriquer un cadre, on peut même s'écarter de la crédibilité empirique, mais ça résiste pas longtemps si le cadre il est pas ancré, s'il s'implique pas par exemple dans des récits culturels, dans des valeurs que partage l'audience. Avant de conclure, on va proposer un petit break, car on est quand même sur une chaîne de sociologie de la santé. Je vous ai montré le lien avec les précédentes vidéos sur les mouvements sociaux en santé, et ici on va revenir sur le thème principal, qui est de parler un peu des cadrages dans la santé. Les cadrages ont été utilisés en sociologie de la santé pour essayer de comprendre comment on rend une maladie légitime dans l'espace public en tant que problème public et plausible intellectuellement. Dans notre univers social, c'est quand même la biologie, et on l'a vu dans les vidéos sur le sida, c'est la biologie, les chercheurs en biologie et en biomédecine qui donnent le signal, le feu vert. C'est par leurs décisions, parfois conflictuelles et parfois négociées, qu'on décide ce qui est une maladie ou pas, et donc ce qui est un problème public et justifie une intervention ou pas.
C'est un peu platitude de dire ça après le confinement, mais c'est pas anodin de nommer une maladie, parce que ça déclenche une séquence d'actions en fait. Ça crée des rôles, ça crée des problématiques publiques, ça crée des situations sociales. La maladie, ça crée des patients et des praticiens, des profanes et des experts donc, qui sont réunis autour d'un acte de diagnostic. Cela signifie aussi que le cadre de la maladie possède sa propre légitimité, ce qui a encouragé tout un tas de gens à reformuler des problèmes sociaux en pathologie au début du 19e siècle, par exemple en pathologisant l'homosexualité, l'alcoolisme, la pauvreté. Alors le chercheur Phil Brown, il reprend la notion de cadrage, pas celle de Goffman, afin de proposer un processus de construction sociale des maladies. Il veut montrer que les diagnostics supposent aussi des cadrages et que leur définition est parfois conflictuelle. Le diagnostic, c'est donc la séquence d'activités par laquelle une catégorie est imposée sur des cas particuliers. Ce cadrage, ça a aussi des fonctions variées. Pour les patients, il peut fournir une sécurité personnelle. Il peut fournir une sécurité émotionnelle même, en sachant ce qui ne va pas. Et les professionnels de santé, il leur donne un peu des guidelines. Il leur fournit une sécurité en leur assurant une maîtrise du problème. Le diagnostic, il est central au contrôle social, dans la mesure où il traduit dans le langage de la médecine un problème public, en lui attribuant une base légale, ce qui justifie ensuite des aides sociales, des services de santé, des couvertures, des assurances, parfois des arrêts maladie ou chômage, des compensations et tout un tas de réclamations. Bon, vous voyez où je veux en venir. Les cadrages, ça donne une base légale, une légitimité, et ça enclenche des séquences d'action, ce qui explique pourquoi il y a de telles mobilisations autour des questions de consommation de drogue et d'alcoolisme sur leur médicalisation ou non. On va quand même essayer de comprendre ce que Phil Brown, il appelle construction sociale d'une maladie, quel processus il nous donne. Parce que il veut nous montrer que le processus de définition des maladies est conflictuel, et il propose de les classer, ces conditions, selon si elles impliquent une adaptation non médicale, ou une médicalisation, c'est-à-dire si on doit se rendre à l'hôpital, si on est traité, si elles font l'objet d'une définition biomédicale, ou s'il y a des batailles autour de la définition, comme par exemple dans le cas de l'autisme. Les professionnels de santé et les chercheurs y contribuent de manière assez visible à façonner une condition de santé, à lui donner via le diagnostic un cadre légal et biologique. Mais les patientes aussi, elles interviennent. Par exemple, elles font reconnaître l'exposition toxique ou les effets iatrogéniques des contraceptifs féminins. Elles apportent leur vécu, et pas n'importe quel vécu, parce que c'est le vécu d'une condition physique où elles sont touchées différemment, selon si elles sont racisées, si elles sont d'une certaine classe sociale. On a dit que les cadres vous engagent, et pour des gens qui sont diagnostiqués d'une maladie stigmatisante, être malade, ça signifie devenir gestionnaire de son information, pour éviter que la nouvelle se sache, ou alors pour retourner le stigmate en faisant de cette étiquette de malade un piédestal pour revendiquer une prise en charge. Cela donne donc une place aux mouvements sociaux dans la définition du médical. On peut penser aux mouvements écologistes, on peut penser aussi aux mouvements et aux syndicalisations pour la santé au travail, et puis le self-help féministe. Et puis on a parlé la précédente fois des Black Panthers. Bon, et puis on a parlé tout à l'heure de l'amplification, des cadrages, de l'extension. Eh bien, les activistes comme les professionnels de santé, ils ont besoin des relais médiatiques, de la résonance des cadrages et des récits culturels pour rendre leur découverte intelligible. Parce que une maladie, c'est quand même un ensemble de symptômes et un événement assez complexe à comprendre. Mais quand ça a été framé, comme on l'a vu dans les années 70, le sida, le VIH comme virus porté par les homosexuels, puis comme problème public et question de droits des minorités, eh bien là, ça le rend compréhensible et ça rend surtout la mobilisation cohérente. Bon, donc pour finir sur les violences conjugales, j'ai pris au hasard un article qui emploie la notion de cadre ou de frame. Alors bien sûr, il comporte aussi les limites qu'on a mentionnées, avec l'usage assez flottant de cette notion, notamment la façon dont elle s'est un peu éloignée de Goffman et de ses explications psychologiques et sociologiques. Il s'agit ici plutôt de se donner une idée de comment la notion de cadre est appliquée en études de la santé. Alors, l'article en question, il est publié en 2015 et il évoque la violence conjugale et sa prise en charge dans un système de santé. L'enquête, elle a consisté en des focus groups, c'est-à-dire des groupes de discussion avec des thématiques qui ont mêlé 30 professionnels de santé en Finlande. Et l'enjeu, c'était de se demander, au-delà du manque de temps, de ressources et du soutien institutionnel déficient, quels sont les cadres qui empêchent les professionnels de santé d'intervenir dans les situations de violence conjugale visibles, c'est-à-dire s'ils reçoivent une âme ou un enfant visiblement marqué par des violences. Parce que comme on l'a dit et répété, les cadrages, ce sont des séquences d'action et ça enclenche des séquences d'action particulières et ça engage l'individu. Donc les chercheurs dans cette enquête commencent par identifier les cadres qui limitent l'intervention.
Le cadre médical, qui implique une compréhension strictement médicale d'un problème dont la responsabilité doit être trouvée dans l'unité de soins appropriée, donc on va renvoyer le patient ou la patiente vers une unité, par exemple, de pédopsychiatrie. Ensuite, le cadre pratique qui fait que l'on suit les procédures, qui conditionnent les actions concrètes dans des situations d'incertitude, et s'il n'y en a pas, on ne fait rien, on ne sait pas faire. Le cadre individualiste qui fait que le problème relève de la responsabilité individuelle ou de la famille, et dans ce cas-là, on leur renvoie la charge du problème. Et le cadre psychologique, qui lui est un peu ambigu parce qu'il peut fournir un prétexte pour intervenir, parce qu'il y a quand même des cas de situation traumatiques, mais en même temps, le ou la médecin craint que son intervention n'affecte un profil déjà fragile psychologiquement. Ensuite, les cadres qui justifient l'intervention. Donc il y a la promotion du bien-être, parce que c'est la santé définie au sens de l'OMS, au sens large comme le bien-être, et qui là étend le champ de compétences médicales. Le cadre de l'intervention justifiée, par exemple on va parler des intérêts de l'enfant, ou le cadre du lancement de procédures, où les procédures fournissent une compréhension des effets de la violence et une méthode d'intervention médicale. Et donc on voit que les cadrages se croisent et interagissent, que les individus passent de l'un à l'autre, par exemple, combinent le cadrage médical et du bien-être pour justifier que les violences médicales soient, de ce côté-là, prises en charge et fassent partie du domaine de la prévention et du soin par le professionnel. Ça montre aussi l'importance des règles explicites, c'est-à-dire des procédures pour diminuer l'incertitude, encadrer, mais aussi et surtout parce que ces procédures, en fait, elles poussent à l'action. Pour conclure, amateur de nuances et de sobriété, non, bon, les choses sont un peu plus complexes que prévu. La recherche sur les cadrages mobilise abondamment les méthodes et théories de la psychologie, mais ne fournit pas vraiment, comme elle avait commencé à le faire Goffman, une théorie compréhensive et cohérente de la manière dont les cadres affectent l'expérience et l'activité en général. De plus, ces recherches tendent à faire des cadres des éléments volontaires et individuels, donc on va chercher qui utilise les thématiques, qui les construit, ce qui s'écarte de notre propos de Goffman qui a été de montrer que les cadres opèrent à un niveau subconscient, sauf dans les moments de rupture et de brisure, qu'ils témoignent de la façon dont l'expérience est vulnérable aux manipulations et aux modélisations. On a vu aussi que dans le cas qui nous intéresse, les approches des cadrages politiques ont permis de comprendre le travail interprétatif des mouvements sociaux, la façon dont les cadres sont étendus, amplifiés, servent à justifier des tactiques, mais aussi à contraindre et à limiter les mouvements, voire peuvent leur faire perdre des adhérents, les limiter et les contredire. Enfin, concernant la médecine, cela peut nous permettre de comprendre un peu plus l'importance sociale des diagnostics et des maladies comme étiquettes, les premiers attribuant ces étiquettes légitimes que sont les secondes, qui actionnent, comme on l'a vu, des séquences d'activités avec leur rôle, leurs règles, leurs traitements et les devoirs qui y sont associés. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'ordinaire, les sources seront en description et je suis disponible pour répondre aux commentaires et aux questions constructives. Bien sûr, il n'y a pas de garantie de réponse car je combine ma thèse et le travail à temps partiel et tout à côté, mais je serai là, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à avoir des vidéos de vulgarisation sur la sociologie de la santé publique et des maladies. Et bien sûr citoyennes et citoyens, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!